يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Les pros de l'écho sont de retour en ce début d'année 2023. Une année qui promet déjà d'être dense au vu des nombreux enjeux auxquels vous devrez faire face au quotidien. Et c'est une année qui se distingue déjà de par un phénomène de plus en plus inquiétant. Il frappe plusieurs régions de notre planète à des degrés plus ou moins graves. Il s'agit du phénomène du stress hydrique, un phénomène dû en grande partie au réchauffement climatique, notamment dans le bassin méditerranéen, où de nombreux pays enregistrent de très faibles taux de pluviométrie depuis plusieurs années. Les conséquences du stress hydrique sur les économies des pays des deux rives de la Méditerranée inquiètent au plus haut niveau, au moment où les questions de la sécurité alimentaire, par exemple, reviennent au devant de la scène avec une certaine insistance. Alors, est-il possible de faire face au stress hydrique en Méditerranée? Comment lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Faut-il le faire seul ou ensemble? Et quelles solutions, au demeurant innovantes, pour épargner plutôt de l'eau et épargner les économies des conséquences du stress hydrique? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Un thème plutôt lourd donc ce soir, et pour en débattre, j'aurai le plaisir d'accueillir trois spécialistes du secteur de l'eau, à commencer par vous, Alain Messounier. Vous êtes président de l'Institut méditerranéen de l'eau, basé à Marseille. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci beaucoup. Habib Merabet, vous êtes le fondateur de l'entreprise algérienne EnviroStep, spécialisée dans le recyclage des eaux usées. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et en deuxième partie de cette émission, nous rejoindra également Amin Oulmen, qui est tout simplement docteur en économie rurale et auteur d'une thèse sur la gestion de l'eau, de l'irrigation en Algérie et chercheur au CREAD. Voilà donc la sécurité hydrique, je le disais, une préoccupation chez de nombreux pays du bassin méditerranéen. L'Algérie accorde une attention particulière et mise sur le dessalement de l'eau de mer pour assurer une partie de ses ressources en eau potable. Zoom sur le programme algérien de dessalement dans ce sujet signé Souad Ben Batouche. Ne plus dépendre de la pluviométrie et des impacts de la situation climatique difficile dans le monde passe par le dessalement de l'eau de mer. La stratégie du secteur de l'eau en Algérie se précise et s'inscrit dans la continuité. Les objectifs futurs sont tracés pour combler le déficit, couvrir jusqu'à 60% de la demande nationale à travers cette technique et le but à atteindre à l'horizon 2030. Il s'agit aussi de créer un plan d'urgence pour mettre en place une nouvelle politique permettant d'économiser l'eau et de préserver la richesse hydrique souterraine, des ressources précieuses appelées à être évaluées et protégées par des lois et des balises pour que leur exploitation se fasse de manière responsable et réglementée, d'où le rôle de la police des eaux.
L'enjeu d'assurer la sécurité hydrique du pays est de taille et le président algérien mise sur la recherche scientifique. Il appelle à la poursuite et au développement de la qualité de la formation à travers des partenariats avec des instituts et des universités de renommée internationale spécialisées dans le dessalement de l'eau de mer. Pour Abdelmajid Tebboune, il est aussi impératif pour le secteur de l'industrie de s'adapter aux progrès opérés dans le domaine et en faire un autre moteur de l'économie algérienne. À noter enfin que la sécurité hydrique de l'Algérie est cet autre taureau que le pays prend par les cornes, au même titre que la sécurité énergétique ou encore alimentaire, et ce pour s'affirmer dans un monde en pleine mutation et où les enjeux sont multiples. Allez, sans plus tarder, place au débat et on va commencer directement avec vous, Monsieur Messounier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelle est la mission de l'Institut méditerranéen de l'eau? Merci beaucoup pour votre invitation. L'Institut méditerranéen de l'eau a fêté l'an dernier ses 40 ans, donc c'est un organisme assez ancien qui regroupe en son sein 3 collèges. Un collège institutionnel qui regroupe les ministères, les collectivités, les régions en charge de l'eau, un collège de professionnels donc qui regroupe les opérateurs publics et privés, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises dans le domaine de l'eau, des start-up et des petites et moyennes entreprises, et enfin un collège d'experts. Donc l'objectif de l'Institut méditerranéen de l'eau, c'est de créer cette plateforme d'échange des bonnes pratiques en Méditerranée, de manière à pouvoir bénéficier de l'expérience des uns et des autres, pour pouvoir gérer le mieux possible, de manière la plus économique, la ressource en eau, qu'elle soit conventionnelle, comme c'est le cas des ressources souterraines ou des ressources de rivière, ou qu'elle soit non conventionnelle, comme c'est le cas du dessalement ou de la réutilisation des eaux usées. Très bien, Monsieur Messounier. La raréfaction des ressources en eau, justement, en Méditerranée, est un problème qui affecte pratiquement tous les pays du pourtour. Est-ce que le réchauffement climatique en est aujourd'hui la cause principale, selon vous? Alors là, je pense qu'il faut distinguer 2 zones. La zone nord de la Méditerranée, la rive nord, et la rive est et sud, où les conditions sont quand même très différentes. Donc pour la zone nord, la réponse sera oui. C'est-à-dire que c'est l'impact numéro 1, c'est les dérèglements climatiques qui font qu'aujourd'hui en France, par exemple, on a encore un certain nombre de régions qui sont en arrêté sécheresse alors qu'on est en plein hiver. Et puis par contre, au sud, la première raison reste quand même la démographie et l'évolution des modes de vie, du niveau de vie, et bien sûr, en plus, les dérèglements climatiques. Alors, Monsieur Messounier, on reste avec vous. Les politiques adoptées justement par chaque pays pour subvenir à ses besoins en eau potable varient selon le niveau de pluviométrie enregistré. Certains sont en situation de sécheresse année après année. Quelles sont les solutions les plus efficaces en matière d'alternative à la pluie? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler l'empreinte de chaque secteur d'activité sur la consommation d'eau. L'agriculture reste quand même le principal, avec 70 à 80% des ressources en eau consommées en Méditerranée. Ensuite, vous avez l'industrie qui fait entre 10 et 20%, et puis enfin l'usage urbain ou l'usage domestique, et qui représente à peu près 10% de la consommation. Dans tous les cas de figure, il faut savoir bien gérer déjà la ressource existante. C'est-à-dire déjà les installations existantes, optimiser ces installations existantes. Et enfin, bien sûr, quand cela est indispensable, développer de nouvelles ressources dites non conventionnelles, comme c'est le cas du dessalement, de la réutilisation des eaux usées. Très bien. Merci pour cette entrée en matière, Monsieur Messounier. Monsieur Merabet, je me tourne vers vous. Alors, vous proposez un système innovant qui recycle les eaux usées et leur permet justement une réutilisation, une deuxième vie en quelque sorte, selon un procédé spécifique. Pouvez-vous nous expliquer rapidement ce concept? Oui, d'accord. On représente en réalité un produit qui existe depuis très longtemps en Amérique du Nord, qui s'appelle le système Advanced Enviroseptic. Il s'agit en fait d'un système qui est utilisé aux États-Unis, en Amérique du Nord en général depuis 1987 environ. Il s'agit d'un épandage à culture bactérienne fixe. Bon, c'est un peu scientifique ce que je vous dis, mais en réalité, ce sont des tuyaux qui sont disposés à la suite d'un premier traitement qui n'est autre qu'une fosse septique, tout simplement. À la suite de la fosse septique, on dispose d'une batterie de tuyaux
qui sont enterrés dans un lit de sable. La particularité de ce système, c'est qu'il est très très adapté à nos pays en général, l'Afrique du Nord ou l'Afrique, ou les pays qui n'ont pas, excusez-moi un petit peu le terme, une culture de maintenance et de suivi ou d'exploitation de systèmes un petit peu compliqués. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est juste, on a osé ramener cette technologie ici et l'utiliser à notre manière, c'est-à-dire mettre en plus de ce qui se fait aux États-Unis, une géomembrane en dessous pour récupérer l'intégralité des eaux traitées et les stocker et après les réutiliser ou bien les rejeter dans un web ou bien les stocker et les réutiliser. Donc pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous avons remarqué qu'avec ce système, on a un taux de traitement ou une performance épuratoire qui est supérieur à 96%, quel que soit ce que vous mettez à l'intérieur, ce qui est en entrée, ce qui est formidable. Mais bon, l'autre particularité, c'est que nous ne proposons pas un système pour une ville comme Alger ou Constantine ou Annaba. Une espèce de métropole, oui. Exactement. C'est ce qu'on appelle, nous, notre domaine, c'est le non-collectif et le semi-collectif. Oui. Donc nous, c'est pour des villages de 1 à 20 000 habitants, 10 000 habitants, 30 000 habitants. Je pense qu'on est imbattable, puisque le système, quand il est installé, il n'y a pas d'énergie pour traiter les eaux. On n'a pas besoin d'énergie. C'est un système autonome. Deuxièmement, à 100%, c'est ça? Autonome et passif à 100%. Oui. Il n'y a pas besoin de maintenance continue. Il n'y a pas besoin de produits chimiques. Il n'y a pas besoin de pièces détachées. Donc, c'est l'idéal pour nous. Et en plus de ça, c'est durable dans le temps. Hein. C'est du plastique qui est enterré. Vous savez, le plastique, quand il est protégé des rayons ultraviolets, la durée de vie est de plus de 200 ans. Donc, vous installez ce système. Vous avez une intervention 1 ou 2 fois par an pour nettoyer la fosse septique et puis certains regards. Et puis, c'est bon, hein, c'est reparti pour une année. C'est ça qu'il y a de bien. On a essayé de le développer, ça a marché, ça marche très bien. Nous en sommes à plus de 40 stations d'épuration et on traite de l'eau non seulement domestique, des eaux usées domestiques, mais on traite aussi des eaux dites industrielles parce que nous avons remarqué que les eaux qu'on traite ne sont pas biodégradables. Hein, donc elles ont un taux de produits chimiques ou de produits non biologiques très très important, mais ça marche, ça continue à marcher. Très bien. Voilà. Très bien, monsieur Merabet. Alain Messonnier, je reviens vers vous. Est-il possible aujourd'hui d'anticiper le stress hydrique en Méditerranée? Il existe des outils d'aide à la décision, comme on dit, pour une meilleure gestion des ressources en eau. Que valent-ils réellement et sont-ils efficaces? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Méditerranée, malheureusement, accumule 2 qualificatifs en termes de hotspot. Le premier, c'est le stress hydrique classique qu'on connaît depuis des années, qui est bien anticipé, avec un certain nombre d'observatoires tels que l'Observatoire du Sahel et du Sahara, qui est basé à Tunis, dont l'Algérie est membre d'ailleurs, et qui travaille sur le suivi des ressources en eau dites conventionnelles, et notamment les ressources en eau souterraines, sur toute cette zone géographique du sud de la Méditerranée et du Sahel. Vous avez également aujourd'hui des progrès significatifs qui sont faits en termes de suivi satellitaire de ce qui se passe pour mesurer les ressources en eau et donc anticiper, quand on sait qu'on va avoir, grâce aux prévisions de plus en plus précises de météo, on arrive à effectivement se dire, bon ben voilà, on va pouvoir cette année compter ou pas sur les ressources traditionnelles et donc plutôt développer des ressources dites non traditionnelles. Donc ça, c'est un point qui existe de plus en plus, qui est de plus en plus suivi, mais l'inverse aussi, parce que s'il y a de moins en moins de pluie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pluie. Et en plus, il y a un double phénomène. Il y a de moins en moins de pluie, et ces pluies sont de plus en plus, de plus en plus fortes quand elles arrivent. Et donc, vous avez à la fois des problèmes de sécheresse et des problèmes d'inondation, notamment dans les villes, et avec des risques non significatifs, plutôt significatifs pour la population. Donc là aussi, vous avez des systèmes aujourd'hui d'alerte
qui permettent de suivre les événements pluvieux et d'alerter les populations pour pouvoir les mettre à l'abri, ne serait-ce que ça. Et puis en plus, également que ce soit les populations ou les équipements dans les zones dites inondables. Mais aujourd'hui, donc si vous voulez, les techniques existent pour suivre ce stress hydrique. Eh bien, ce sont les mesures que l'on fait et on a encore beaucoup de progrès à faire, notamment pour mesurer les ressources en eau souterraines, donc pour mieux les connaître, mieux les appréhender, notamment ces ressources en eau qui ne sont pas renouvelables, qui sont des ressources fossiles, de savoir quel est l'impact exact des prélèvements que l'on fait annuellement sur ces ressources, notamment bien sûr pour l'irrigation, mais pas que. Ces efforts, ils passent essentiellement par de la recherche et du développement? Il passe par de la recherche, du développement, par des échanges. L'Institut méditerranéen de l'eau, comme je vous le disais en introduction, est une plateforme qui permet d'échanger sur les expériences qui sont dans les pays qui connaissent le stress hydrique depuis le plus longtemps que nous, par exemple en France, ou que même en Algérie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a à nouveau, depuis quelques années, donc une très faible pluviométrie au Maghreb, et qui fait que les autorités sont obligés de prendre un certain nombre de décisions, comme cela a été très bien présenté dans l'introduction, et notamment ce grand programme de dessalement qui est proposé par le gouvernement algérien. Mais c'est la même chose au Maroc, c'est la même chose en Tunisie, avec des différences, des variantes. Ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que l'eau devient un enjeu majeur de développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays du sud de la Méditerranée, et peut-être demain ceux du nord, malheureusement, vont être contraints de considérer l'eau comme une variable forte et qui contraint et qui aide à définir les politiques de développement. C'est-à-dire que ou de revoir les politiques de développement agricole, de développement touristique, de développement industriel, et donc de faire un certain nombre de choix aussi en fonction de la capacité, qu'elle soit en ressources renouvelables ou non renouvelables, et d'utilisation de la ressource en eau. Voilà pour ce qui est des prévisions que l'on peut faire pour essayer de contrer justement ce phénomène de stress hydrique en Méditerranée. Très bien, Alain Messounier, vous venez de le rappeler, nous le disions tantôt, l'Algérie a choisi de mettre en place tout un programme justement pour le dessalement d'eau de mer comme solution au stress hydrique, notamment à travers la mise en place de stations le long du littoral et afin de ne plus dépendre des sautes d'humeur de Mer Nature. On écoute certains des responsables justement des entreprises nationales chargées de mettre en œuvre ce programme sur les détails de ce qui va advenir dans le secteur du dessalement de l'eau d'ici 2030. Pour la sécurité de l'eau, l'Algérie a été claire, la stratégie en termes de sécurisation de l'eau, vu le stress hydrique qui caractérise notre région. En quelque sorte, il y a le potentiel hydrique du territoire national qui représente à peu près 400 litres par habitant par année. La volonté politique était d'aller vers le comblement de ce déficit qui est une politique volontariste, d'assurer le différentiel en manque avec un dispositif important en station de dessalement, et vous êtes au courant de toutes les stations qui sont en exploitation ou bien qui sont en cours de réalisation et celles qui sont projetées. Il reste le programme complémentaire de dessalement d'eau de mer qui consiste à la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité unitaire de 300 000 m3 jour au niveau de Taraf, Boumerdes, Bijaya, Tipaza et Oran. Par rapport à ces nouveaux projets, nous avons déjà entamé l'ouverture des chantiers. On a commencé déjà à faire la clôture des sites pour entamer l'opération de réalisation. Et nous avons aussi entamé les études préliminaires relatives, c'est-à-dire à ces projets. Il s'agit des études maritimes et les études géotechniques. Alain Messounier, chaque pays de la rive sud et même nord de la Méditerranée justement tente de faire face au problème du stress hydrique comme il le peut. C'est un peu une bataille que mène David contre Goliath. Mais comment jugez-vous justement les efforts de ces pays en matière de lutte contre le stress hydrique ? Alors,
ça va dépendre d'un certain nombre de situations. Les situations, comme je le disais au début de mon intervention, ne sont pas les mêmes en fonction qu'on parle du nord, de la rive nord ou de la rive sud ou de l'est de la Méditerranée. Mais en fait, il faut à la fois travailler sur l'offre avec les développements de solutions dites de ressources en eau non conventionnelles, comme c'est le cas du dessalement, quand on a la possibilité de le faire, et quand on a l'énergie pour le faire aussi, parce qu'il faut savoir que le dessalement est quand même le principal consommateur d'énergie pour produire une eau potable. Même si on a fait des progrès énormes ces 20 dernières années sur à la fois la consommation et le coût, donc pour produire 1 mètre cube d'eau dessalée, ça reste quand même une solution qui est assez onéreuse et qui a un impact donc sur les gaz à effet de serre en fonction de l'énergie que l'on va utiliser. Donc ça, c'est un point quand même important. Et c'est pour cela que le Conseil mondial de l'eau, qui s'est appuyé sur l'Institut méditerranéen de l'eau pour mener une étude de faisabilité l'an dernier sur la création d'un observatoire qui va suivre l'évolution de les ressources en eau dites non conventionnelles, essentiellement le dessalement et la réutilisation des eaux usées, associées aux énergies renouvelables. Et donc, de manière à voir comment, en Méditerranée, cela évolue et bénéficier des exemples des uns et des autres. Et là, d'ailleurs, sur ce point-là, on va avoir plus d'expériences au sud qu'au nord. Et quand le nord sera dans la situation du sud, eh bien, on aura des expériences sud-nord. Et alors qu'aujourd'hui, on bénéficie essentiellement des expériences du nord vers le sud. Donc ça, c'est un point important, c'est l'offre. Donc il faut être capable de mieux connaître ces ressources propres dans chaque pays, de bien les suivre, d'y associer les ressources en eau non conventionnelles. Encore une fois, le dessalement, très bien, c'est une des solutions. La réutilisation des eaux usées dans la mesure où, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, eh bien, il faut quand même traiter ces eaux usées. Donc, il faut que les systèmes de traitement soient efficaces pour pouvoir réutiliser ces eaux. Mais là, ça reste quand même une solution d'avenir. Parce que l'eau, elle est sous nos pieds. C'est l'eau qu'on a utilisée, que l'on peut réutiliser. Alors, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans l'agriculture et c'est vrai également, même dans certains cas, comme en Namibie ou à Singapour, dans les réseaux d'eau potable. C'est-à-dire on va réinjecter soit dans la nappe, soit dans des bassins avant de réutiliser pour distribuer de l'eau potable. Donc on est vraiment dans des solutions les plus efficaces là. Donc, voilà. Mais encore faut-il qu'il y ait des stations d'épuration et que ces stations d'épuration fonctionnent, elles soient raccordées bien sûr un maximum au réseau et qu'elles fonctionnent correctement. Ça c'est l'offre. De l'autre côté, il faut qu'on soit capable de travailler sur la demande. Et la demande, c'est qui ? Eh bien, ce sont les agriculteurs en premier, ce sont les industriels et ce sont les populations. Et ces populations, elles peuvent être monsieur lambda à Alger ou monsieur Messonnier comme touriste. Et là, vous avez des consommations complètement différentes. Je veux dire, une personne dans une ville méditerranéenne va consommer peut-être 100 litres par jour et quand il est touriste, il va consommer 300-400 litres par jour. Ça, c'est absurde, mais c'est la réalité. Donc, il faut absolument arriver à sensibiliser le plus possible les citoyens et sensibiliser les industriels et sensibiliser le plus possible les agriculteurs sur une meilleure gestion de la ressource avec des systèmes de goutte à goutte, de suivi d'humidité des sols, etc., de manière à optimiser la ressource. Donc, d'un côté, on doit travailler sur l'offre parce qu'on ne peut pas faire autrement à court terme et qu'il faut absolument sécuriser l'alimentation en eau de chaque pays, et d'autre côté sur la demande avec la participation des citoyens. On ne réussira pas à lutter contre le stress hydrique si on n'y associe pas le citoyen. Et le citoyen peut être un chef d'entreprise, peut être un agriculteur, ou peut être un kidam, citoyen normal d'une ville ou d'un village. Très bien. Alain Messounier, merci d'avoir été avec nous et d'avoir apporté votre éclairage sur la question de la lutte contre le stress hydrique en Méditerranée. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut de la Méditerranée. Vous étiez en direct avec nous depuis Marseille. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Je me tourne vers vous une nouvelle fois, Monsieur Merabet, pour rester justement sur ce volet non conventionnel. Alors, on a vu ce qu'il en était en ce qui concerne le dessalement d'eau de mer. Qu'en est-il justement du volet
plutôt réutilisation des eaux usées. Comment jugez-vous justement ce volet-là? Quels sont les efforts plutôt consentis par un certain pays de nombre méditerranéen de la rive sud, essentiellement l'Algérie, en matière de réutilisation des eaux usées? Je dirais que c'est nouveau pour nous en Algérie et pour toute la rive sud de la Méditerranée. Oui. L'idée de réutiliser les eaux usées, les gens ont peur de toute manière parce que il y a déjà en amont et bien avant, même les professionnels du secteur de l'eau disaient attention, ne pas toucher les eaux, des eaux épurées Oui. qui sont traitées. Attention, il faudrait faire attention parce qu'il y a encore des bactéries, il peut y avoir des virus et ainsi de suite. Ce qui est logique. Maintenant, il y a des technologies, comme le disait M. Messonnier, qui existent, qui permettent d'avoir une eau d'excellente qualité. Et puis, chez nous, je parle de l'Algérie, il y a aussi la tradition. Il suffit de regarder un petit peu ce que font les gens du Sud. Dans le Sud, Oui. il y a des traditions et tout ça. Nous, on essaye de s'inscrire dans cette optique-là. Pourquoi? Parce que ça serait bien d'assembler les deux visions, les nouvelles Oui. technologies et regarder ce que faisaient les... Donc maintenant, quand C'est-à-dire on des regarde pratiques plutôt ce qui se passe traditionnelles qu'on pourrait revoir, c'est cela? Exactement. Maintenant, ce que fait l'Algérie, elle a fait beaucoup d'efforts. Vous voyez, il y a plus de 75, je crois, à ma connaissance, plus que 100 ou 150 stations d'épuration Oui. en Algérie. Pour les grandes villes, tout a été fait dans les règles. Notre système, un système qui est autonome et qui est très performant parce qu'il est naturel, tout simplement. Mais de l'autre côté, pour les grandes villes et tout ça, il faut des technologies où il y a des machines, des pompes et tout ça, parce que c'est de l'intensif. Oui. Mais il faudrait, pour avoir un taux de traitement très élevé, il faudrait encore investir à faire ce qu'on appelle un traitement tertiaire. Et ça, Oui, c'est très coûteux. Mais on sera obligé de le faire de toute manière. On n'a pas le choix. Très bien. Alors, voilà, il est temps justement d'accueillir Monsieur Amin Oulmen, comme je l'annonçais en ouverture de cette émission. Vous êtes docteur en économie rurale, auteur d'une thèse sur la gestion de l'eau d'irrigation en Algérie, chercheur au CREAD. Vous allez nous parler essentiellement d'agriculture. Bonsoir, merci de nous rejoindre, Amin Oulmen. Bonjour, merci à vous pour cette invitation. Je salue à l'occasion tous les téléspectateurs. Merci. Première question, Amin Oulmen. Quel est le degré justement d'impact du stress hydrique sur le secteur de l'agriculture, principalement en Algérie? Et est-ce qu'il va falloir songer à adopter un modèle de réutilisation des eaux usées épurées pour un usage agricole également? Pour mieux appréhender cette question de l'impact du stress hydrique sur l'agriculture, j'aimerais tout d'abord rappeler le contexte dans lequel se trouve l'Algérie. En effet, notre pays se situe dans la zone de la MENA, pour Middle East and North Africa, qui est une région du monde où la situation hydrique est des plus alarmantes. Les impacts du changement climatique se font ressentir et voilà, ces impacts peuvent être très sévères du fait de cette situation géographique particulière. La situation que l'on vit actuellement avec le manque de précipitations ne peut avoir que des impacts négatifs. Oui, naturellement. Voilà, naturellement. Voilà, donc pour revenir un peu à la question, le principal effet de ce stress hydrique est la réduction des rendements des cultures. Ceci va entraîner des pertes économiques pour les agriculteurs, mais aussi à cause du manque ou bien de la faiblesse de l'offre en produits que ça va engendrer. Les répercussions aussi vont se faire ressentir sur les prix des produits agricoles. Si on prend l'exemple des céréales, celles-ci sont
principalement cultivés dans des régions, dans les hauts plateaux. C'est des cultures en pluviales principalement, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas irriguées, contrairement à celles cultivées dans le sud du pays. Donc, pour les cultures en pluviales, elles sont dépendantes de ces conditions climatiques. Et c'est ce qui explique la forte fluctuation de la production ainsi que des rendements d'une année à l'autre. Voilà. La saisonnalité aussi des pluies est à prendre en compte, elle est importante. S'il n'y a pas de pluie durant les moments critiques de la plante, à savoir le moment de la levée, juste après la germination et celle du remplissage du grain, ça va fortement impacter les rendements en fin de cycle. Voilà. Par contre, pour ce qui est de l'agriculture non irriguée, le manque de ces précipitations, désolé, voilà, va se répercuter sur la surexploitation des nappes souterraines. Exactement. Voilà. Et de ce fait, leur dégradation aussi. À travers les forages, vous voulez dire? Voilà, exactement, à travers les forages. Et il faut bien combler ce déficit d'irrigation par une autre source que celle de la pluie ou bien des ressources stockées dans les barrages. Et voilà, la seule ressource disponible, c'est celle qui se trouve, voilà, celle souterraine. Très bien. Très bien, et c'est une excellente transition que vous m'offrez pour poser ma question suivante à M. Merabet. Est-ce que le système que vous proposez peut être justement une alternative ou peut constituer une alternative au secteur de l'agriculture, à moyen long terme peut-être? Je dirais oui et non. En même temps, oui, parce que c'est une solution qui peut... Oui, parce que c'est une solution adaptée à des villages et en réalité l'agriculture c'est en dehors des grandes villes, donc ça serait l'idéal d'avoir... je suis à Djanet là, on a une station d'épuration de 5000 m3 jour pour la population de Djanet. L'eau est traitée avec une technique, mais elle est traitée à un certain taux. Imaginons si on traitait ça à 96-99%. Oui. C'est très facile, à partir de ce point-là, de réutiliser l'intégralité des 5000 m3. Pour la culture, maintenant, pour la culture des plantes. C'est qu'on propose une solution qui est sans énergie et qui est durable. Oui. Donc oui, là, à ce moment-là, elle rendrait service à la région de Djanet. La même chose à l'Oued, la même chose. Selon la région, il faudrait qu'on adapte la technique ou la solution aux besoins locaux et aux conditions locales. Maintenant, si vous me dites, est-ce que notre système va pouvoir aider les agriculteurs autour de Constantine? Non, je dirais non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour des quantités de 5000 m3, 10 000 m3 maximum par jour, à moins de mettre plusieurs stations de notre type. Mais bon, ce n'est pas raisonnable. Très bien. Monsieur Woolman, je reviens vers vous. Alors, les spécialistes estiment qu'en Algérie, la volonté du secteur de l'eau, elle est et elle demeure encore de mobiliser un maximum de potentialités naturelles, de ressources en eau et développer en parallèle les ressources souvent nouvelles, notamment à partir de l'aspect non conventionnel, et j'entends par là le dessalement. Quelles sont les autres solutions que vous préconisez essentiellement pour les agriculteurs? Oui, effectivement, depuis plusieurs années, et principalement ce qui a coïncidé avec l'aisance financière que vivait le pays grâce aux rentes pétrolières, je parle bien des années 2000, les pouvoirs publics ont fortement investi dans le secteur de l'eau et de l'hydraulique en particulier, dans tout ce qui est infrastructure. Il y a eu tout un programme pour la construction de barrages. Exactement, exactement. Et voilà, il y a eu
peut-être actuellement, on est à 70, je ne me souviens plus du nombre, mais l'essentiel, c'est que nous avons une grande capacité de rétention d'eau par les barrages. Mais voilà, on s'est vite rendu compte ces derniers moments qu'il ne suffisait plus de construire des barrages. À cause du stress hydrique et Voilà. du manque de pluie, notamment. Voilà, exactement. Ouais. Il ne suffit pas de construire un barrage pour régler le problème de la rareté d'eau. Et il faut aussi les remplir. Pour ce qui est des solutions, je pense qu'il faudrait penser à des stratégies de long terme, Oui. plutôt que de prendre des décisions conjoncturelles qui sont dans la plupart des cas non viables, surtout financièrement, et qui sont non durables. Il faudrait peut-être s'orienter vers une gestion de la demande, ce qui veut dire qu'on doit, en d'autres termes, mieux utiliser la ressource que nous avons. Et rationaliser l'eau, c'est cela? Rationaliser l'eau, mieux la valoriser aussi. Ces changements aussi, c'est des changements de comportement. Oui. Voilà, il faut que les usagers prennent conscience que l'eau est une ressource rare. Plutôt rare, oui, vitale, Voilà. indispensable. Voilà, dans tous les secteurs, Oui. pour les agriculteurs, mais aussi pour les usagers d'eau potable. Très bien, Habib Merabet, je me tourne vers vous à nouveau. Est-ce que dans ce contexte plutôt globalisé en Méditerranée, est-ce qu'on peut dire que l'unique solution demeure le dessalement? Est-ce que le dessalement d'eau de mer peut sauver la Méditerranée et peut la préserver contre la soif et la sécheresse? Je pense que le dessalement va résoudre beaucoup de problèmes. Moi, je dirais déjà, la solution du dessalement ne peut être qu'une solution pour augmenter les stocks d'eau destinés à la population du Nord. Ça Oui. s'arrête là. Pourquoi? Parce que le coût est très important. Le coût de traitement Dans le cas de l'Algérie, vous voulez dire? Là. Exactement. Ouais. Ça coûte très cher. Ça consomme du gaz parce que l'origine de notre électricité est à 100% Oui. du gaz. Donc oui. c'est très coûteux. Ce n'est pas très intelligent d'aller. C'est bien pour le Nord. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les autorités publiques veulent développer ce programme uniquement pour les wilayas du littoral, j'imagine. C'est intelligent, Oui. c'est bien, ils ont raison. Quelles faudrait, seraient les à mon alternatives avis, dans ce cas, selon vous? Les alternatives, mon collègue tout à l'heure a dit qu'il y avait des barrages. Oui. Il faudrait s'adapter à ce qui se passe. Vous voyez, il n'y a pas de pluie, mais tout d'un coup, vous avez beaucoup de pluie qui arrive. Où est-ce qu'elle va, cette pluie? Donc il y a un problème de captation des eaux de pluie. Exactement. Oui, qu'il faudra résoudre. On a beaucoup de pluie. Il faudrait faire ce qu'ont fait les Italiens, par exemple, et les anciens. Je reviens toujours aux anciens chez nous. Oui. Vous descendez dans le sud, il n'y a pas de pluie, mais quand il y a de pluie, regardez les anciens, ils faisaient de petits barrages, ce qu'on appelle les retenues collinaires dans le nord. Donc, ça serait bien de faire, au lieu d'aller vers des grands barrages, ça ne sert à rien. De toute manière, les barrages, il faut les dévaser. Il y a aussi de l'exploitation. Ils ont leurs problèmes. Mais ça serait bien d'aller vers des petites retenues, des petites barrages, là où on a un écoulement très important, de mettre une digue pour retenir cette eau-là. Quand il y a des pluies, l'eau est retenue. Et cette eau-là, on la redistribue. On ne veut pas l'utiliser pour l'eau potable, mais au moins, on la redistribue pour les agriculteurs qui sont à côté. Ça, c'est très facile à faire. Vous savez, maintenant, les outils informatiques et satellitaires vous permettent tout de suite, quand vous avez des pluies, savoir, selon la topographie, où va l'eau, où va circuler l'eau. Donc, et puis, en plus de ça, regardez les nouvelles technologies pour découvrir ce qui existe sous terre. Les eaux aussi. On a des ruisseaux souterrains qui vont directement dans la mer Méditerranée. Il y a des spécialistes dans ça pour détecter ces eaux-là et essayer de les récupérer. À Marseille, vous avez une partie de l'eau potable qui vient de la Méditerranée. Oui. C'est une eau potable, une eau douce qui est directement, c'est un ruisseau souterrain qui va directement dans la Méditerranée. Il est capté, tout simplement. Très bien. Donc, il y a des solutions, il faudrait réfléchir à ça. Très bien, Habib Merabet. Docteur Oulmen, on va conclure
cette émission avec vous. Une dernière question, justement, est-ce que l'on peut considérer que le programme de dessalement d'eau de mer peut justement servir dans une certaine mesure, malgré l'existence de certaines contraintes, est-ce qu'il pourrait servir le secteur de l'agriculture? Écoutez, pour ma part, je rejoins un peu l'avis de mon collègue et je pense que c'est irréaliste d'utiliser l'eau dessalée pour l'irrigation. Déjà à cause du coût de sa mobilisation. Donc économiquement, ce ne serait pas viable. Quelles seraient dans ce cas les solutions que vous préconisez? Pour ma part, il faut surtout penser à des solutions qui durent, des solutions à long terme. J'ai écouté aussi son intervention à propos des savoir-faire ancestraux. Et je peux donner aussi l'exemple des Oasiens et du système des Fogara au sud. Ce qui se faisait, c'est que les Oasiens conduisaient l'eau des crues vers des puits capteurs pour recharger artificiellement les nappes souterraines. Et l'eau stockée sera ainsi réutilisée pendant toute la période sèche de l'année. Voilà, il faudrait peut-être encourager ce genre de pratiques et de les reproduire dans les nouvelles zones agricoles. Très bien. Voilà, je pense aussi qu'il y a des efforts à faire. Je parle beaucoup du secteur agricole parce que c'est le secteur qui consomme le plus d'eau. Ça consomme plus de 60% des mobilisations d'eau douce annuellement. Oui, ça a été rappelé par M. Messounier tantôt, oui. Je n'ai malheureusement pas pu écouter l'intervention de monsieur, mais voilà. Mais c'est bien de le rappeler aussi. Très bien. Voilà. Très bien, merci Amine Oulman, merci Habib Merabet d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé justement sur la manière la plus efficace dont on peut, ou avec laquelle on peut lutter contre le stress hydrique qui menace la sécurité hydrique de tout le pourtour méditerranéen. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir prêté attention. Les pros de l'écho, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.